exemple, et on prendra ces illustrations, des processus notamment de relocalisation. Donc, pour commencer, je vais confier un petit peu la parole à Sébastien Citerne qui va nous rappeler brièvement les principaux axes du FATEA nouvelle mouture sur le plan de soutien doté de 100 millions d'euros. Donc, l'axe 1, brièvement. Et puis, l'axe 2, un peu plus en détail, sachant qu'il y a encore des éléments d'instruction de dossier qui ne sont pas totalement parachevés, mais on essaiera de guider tout le monde. Et on fera un focus avec Céline Fiorina sur une illustration des lignes de consortium pour vous expliquer un petit peu l'esprit et les modalités, mécanismes de fonctionnement de ces lignes d'aide au consortium. Et ensuite, nous laisserons la parole à Sandrine pour nous rappeler les grandes lignes de l'OETH, la manière dont doit s'articuler cette réforme, et puis évoquer ensemble, dans le cadre justement des consortiums, de l'accompagnement à la montée en professionnalisation des ressources humaines des entreprises adaptées sous le PIC entreprises adaptées. Sébastien, est-ce que tu peux nous rappeler les principaux axes? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, vous rappelez que ce plan de soutien a été construit sous deux axes différents. Un axe qui revient à des aides en mode de calcul forfaitaire et éligibles à l'intégralité des entreprises adaptées qui viennent dans un objectif de compenser à la fois des surcoûts de fonctionnement pendant la période de confinement, donc tout ce qui aurait pu venir dégrader en fait et amener des surcoûts en termes de fonctionnement de l'entreprise adaptée sur la période, et venir compenser partiellement des pertes d'exploitation de l'activité des entreprises adaptées. On reverra juste derrière comment ces modalités de calcul ont été réalisées. Donc deux aides mobilisables forfaitairement, et le deuxième axe qui est tout l'axe de soutien à l'investissement, donc dont Cyril a déjà parlé et qu'il présentera également plus en détail, et qui reprend derrière à la fois tout ce qui concerne l'investissement matériel, mais également le soutien à l'activité commerciale et le développement de l'activité et, entre guillemets, l'aide à la reprise pour les entreprises adaptées en sortie de crise Covid. Donc, si on reprend l'axe 1, donc, qui est l'axe d'aide forfaitaire, on a deux aides forfaitaires qui ont été calculées et qui se calculent à partir des éléments qui sont issus de vos bordereaux d'aide au poste. Pour compléter et pour bénéficier de ces aides-là, vous n'avez pas besoin d'énormément d'informations, hormis le montant des bordereaux des aides au poste qui reprennent les mois concernés, et derrière l'alias fiscal de votre dernier exercice comptable arrêté, qui vous permet de calculer votre marge sur coût variable ou votre marge d'exploitation selon les définitions que donnent les uns ou les autres. Donc je vais juste vous partager l'écran pour vous montrer l'outil qui a été construit avec la DGEFP. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit très bien. Oui, très bien. Vous le voyez. Donc, le fichier Excel qui est celui qui vous a été envoyé par les directs, mais que l'on vous avait envoyé également la semaine précédente, hein, qui était exactement le même fichier, vous permet de réaliser toutes vos demandes de l'axe 1. Donc, ce sont des éléments globalement d'identification de votre structure. Donc, le tout premier onglet, il n'y a rien de compliqué, hormis l'identification de votre structure, votre adresse, la directe de référence. Derrière, vous avez un onglet qui s'appelle récapitulatif de la demande et qui va en fait venir reprendre des autres onglets de calcul l'intégralité des informations qu'il ne faudra que signer pour transmettre à la DGEFP, et ça vous donnera le montant global de la subvention que vous pourrez obtenir au titre de l'axe numéro 1.
Derrière, il y a un onglet notice explicative qui reprend l'intégralité des informations qu'il va falloir transmettre et la méthodologie de calcul qui est reprise. Et puis après, donc, vous avez deux onglets qui viennent chercher globalement vos heures travaillées, donc le montant des aides au poste qui sont déclarées pour le mois de mars au mois d'août pour l'année 2019 par catégorie d'aide. Donc pour l'aide au poste qu'on appellera socle, mais tout ce qui est hors expérimentation, les aides que vous auriez éventuellement perçues pour de la MAD quand vous réalisez de la mise à disposition, et les aides CDD tremplin quand vous êtes agréé et habilité CDD tremplin et que vous auriez perçu sur l'exercice 2019. Donc on vient chercher vos informations pour cette période-là, de mars à août 2019 et de mars à août 2020. Et donc, globalement, vous n'avez que cette zone à remplir et tout le reste se calcule automatiquement. Donc, du montant des aides au poste que vous avez perçu, ce montant est retransformé en heures travaillées en divisant par le montant moyen de l'aide au poste. Et vous voyez que sur le montant moyen de l'aide au poste, notamment sur l'entreprise adaptée socle, on part sur un montant moyen, puisqu'aujourd'hui on a 3 niveaux d'aide au poste, et le montant moyen qui est calculé tous les ans par la DGOFP en fonction de la pyramide des âges et qui permet de calculer le budget qui est de 15 562 € pour l'année dernière et 15 723 pour cette année. Donc dès que vous avez rempli ces éléments-là, ça va venir vous calculer en partie les aides de l'onglet qui s'appelle Aide Covid. Alors la première partie qu'il reste à compléter concerne les pertes d'exploitation, les éléments de perte d'exploitation. Et le premier élément que vous devez faire, c'est choisir l'année de référence de votre dernier arrêté comptable. Donc soit 2019, soit 2018. Si vous avez vos comptes qui sont arrêtés, validés par le commissaire aux comptes, vous choisissez 2019, vous choisissez l'année 2019. Sinon, vous prenez l'année 2018. Et derrière, on calcule donc la marge d'exploitation, la marge sur coût variable, en prenant vos produits d'exploitation issus de l'alias fiscal. Donc, sur les comptes de produits, tout ce qui concerne les chiffres d'affaires, la variation de production stockée et la production immobilisée. Donc, globalement, les comptes 70, 71 et 72 du compte de résultat. Et derrière, vous prenez les charges d'exploitation qui correspondent aux achats de matières premières, aux achats de marchandises, à la variation de stock de matières premières pour ceux qui ont une activité générant du stock de matières premières, les transports de biens sur achat et sur vente et les achats de sous-traitance, donc les comptes 601, 607, 603, 624 et 611. Donc, une fois que vous avez rempli ces zones-là, donc la colonne E14 à E22, derrière, le système vous calcule votre marge sur coût variable. Vous renseignez après le montant total des aides au poste que vous avez perçu sur l'exercice, donc toujours l'exercice correspondant. Donc, si vous choisissez 2019 pour les données comptables, vous prenez le montant global des aides au poste perçues pour l'exercice 2019 et il va vous calculer derrière une marge sur coût variable, votre marge sur coût variable qui sera retenue. Pour rappel, cette marge sur coût variable, le système, si vous avez une marge qui est inférieure à 10 €, prendra un plancher à 10 €. Et si vous avez une marge qui est supérieure à 40 €, elle sera plafonnée à 40 € de l'heure. Donc, quand vous avez rempli ces données comptables, ces éléments-là vont être repris de l'onglet heures non travaillées. Il va vous calculer les heures non travaillées en comparant les montants le nombre d'heures des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août entre 2019 et 2020. Donc, l'idée qui a été prise et le choix définitif qui a été pris par la DGOFP pour calculer les heures perdues est une comparaison entre
l'année 2019 et l'année 2020, en considérant que l'année 2019 est une année de référence et que 2020, s'il a été impacté par la période Covid, on viendra voir les heures de travail diminuer, et à partir de là, on viendra financer en perte d'exploitation ces heures de travail. Donc derrière, vous avez deux onglets exemples qui viennent vous expliquer comment le tout se calcule. Donc sur l'exercice ici, donc on est dans le cas d'une entreprise adaptée qui est décrite ici, une entreprise adaptée qui avait globalement à peu près 120 000 heures de travail sur les mois de l'année 2019 et qui se retrouve sur des heures, sur des montants d'aide au poste de 90 000 euros, donc en volume d'heures globalement sur un espace d'heures qui évolue entre 10 400 euros et 13 000 heures, alors qu'elle était sur une moyenne à peu près de 14 000 heures. Et donc derrière, ça vous calcule le nombre d'heures perdues par mois sur la période. Et ces éléments-là vont être pris derrière dans le fichier de calcul. Vous allez retrouver ici vos 1800, 1817, 3900. Vous allez retrouver tous ces éléments ici qui seront les heures financées en termes de perte d'exploitation. Derrière, la structure a renseigné ces données comptables qui permettent de calculer une marge d'exploitation à 3 200 000 euros, un nombre d'heures travaillées de 146 982 heures correspondant à un montant payé d'aide au poste d'1 423 000 euros, ce qui lui donne une marge calculée, une marge retenue de 22 euros, puisqu'elle est comprise entre le plancher de 10 euros et de 40 euros en plafond. Donc ces 22 euros de l'heure, le système finance 15% de ces 22 euros de marge d'exploitation. Globalement, ce qui veut dire que l'entreprise adaptée aura une indemnisation de 3,33 euros pour chaque heure non travaillée sur la période. Donc le montant de 6 054 euros correspond en fait aux 3,33 euros de l'heure que multiplient les 1817 heures perdues sur la période du mois de mars. Une chose qui est importante pour le paiement derrière des aides, c'est de déclarer la nature du mois. Vous avez ce que l'on appelle un mois clos et un mois non clos. La définition du mois clos, c'est un mois qui est déclaré dans l'outil ASP, donc où le bordereau est terminé et qui est payé. Un mois non clos peut être un mois qui est déclaré mais qui n'est pas encore payé par l'ASP. Ceci est important, la définition de ce qualificatif est important pour vous permettre de distinguer le paiement. Le paiement sera de 100% pour les mois clos et on aura un pourcentage de paiement sur les mois non clos où on aura un deuxième versement qui interviendra quand vous aurez perçu les aides au poste de la part de l'ASP. Donc là, on a le déclaratif pour la perte d'exploitation, donc qui donne globalement pour cette structure, donc qui a une structure de 3,5 millions de chiffre d'affaires et d'1,4 million de montant d'aide au poste, qui lui donne une perte d'exploitation qui serait compensée globalement à 42 000 euros. Et derrière, sur la compensation des surcoûts d'activité, donc on va à nouveau chercher le nombre d'heures qui étaient travaillées sur les mois. Et ce nombre d'heures travaillées sur le mois, lui, sera compensé à hauteur d'1,50 € de l'heure. Donc pour cette structure qui a travaillé sur le mois de mars 12 000 heures pour les salariés dans l'entreprise adaptée Socle et 536 heures sur l'entreprise pour les salariés en CDD tremplin, sera indemnisé sur le mois de mars pour le maintien de son activité et les surcoûts liés au maintien de cette activité à hauteur de 20 000 euros.
Donc voilà comment sont calculées les deux premières aides du plan de soutien. Merci pour ce point, Sébastien. On va te laisser un peu souffler. C'est très efficace et nous avons de nombreux messages, Sébastien, qui saluent la simplicité de l'outil et surtout d'avoir pensé à faire celui-ci pour simplifier la vie des dirigeants d'entreprises adaptées dans cette période, pour leur permettre à la fois de rester maîtres et pilotes de leur structure pendant cette période, mais aussi de leur faciliter l'accès aux aides nécessaires, donc les deux aides qui vous ont été présentées, la perte d'exploitation en fonction des heures chômées et l'aide à la compensation des surcoûts liés aux heures travaillées des personnes en situation de handicap éligibles aux aides de compensation des conséquences du handicap. Bon, il y a beaucoup de questions, Sébastien. Juste une ou deux avant de passer au prochain sujet, si tu le permets, Sébastien. Notamment, qu'en est-il pour une structure qui aurait été créée début 2020 pour calculer sa marge sur coût et la comparaison vis-à-vis de N-1 dont elle n'a pas d'existence? Alors, pour toutes les structures qui n'ont pas de compte et qui ont été créées, il a été pris le montant moyen de la marge d'exploitation constatée dans les entreprises adaptées, qui est de 25 € de l'heure. Vous avez l'explication dans la notice. Pour les entreprises adaptées créées en 2019 ou 2020, il sera appliqué une marge sur coût variable de 25 € de l'heure. Et donc là, cette marge sur coût variable, vous allez la renseigner manuellement dans la case D32 qui se trouve ici, la case D32. Vous renseignez manuellement votre marge sur coût variable et elle viendra vous calculer tous les éléments correspondants derrière. C'est très clair, Sébastien. Merci beaucoup. Une autre question, qu'en est-il des heures congés payées? Question qui vous avait déjà été posée par le passé. Alors, sur les congés payés, en fait, on ne se pose pas la question de savoir qu'en est-il des heures congés payées, puisqu'on prend le montant des bordereaux d'aide au poste. Donc, le montant du bordereau, dans votre bordereau d'aide au poste, les congés payés sont, vous percevez de l'aide au poste pendant les congés payés. Donc, vous prenez l'intégralité du montant du bordereau, vous ne vous posez pas la question de savoir si on prend les congés payés ou on ne prend pas les congés payés, ils sont automatiquement inclus. Est-ce qu'un mois clos, Sébastien, est-ce que c'est un mois déclaré, payé, validé, signé? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. La définition du mois clos, c'est le mois qui est déclaré, le bordereau est déclaré, validé par l'entreprise adaptée et payé par l'ASP. Très bien. Alors, il y a une question qu'on avait vue, qui a été reprise ici, notamment qui concerne la comparaison entre 2019 et 2020 lorsqu'il y a croissance de l'entreprise adaptée. La question, c'est est-ce que finalement l'exercice de référence ne biaise pas justement les potentialités de calcul de la part de l'exploitation dans le cadre des comparatifs entre 2019 et 2020? C'est vrai que pour les structures qui ont eu une croissance pendant cette période-là, elles peuvent se retrouver pénalisées et certaines même peuvent éventuellement ne pas avoir de soutien sur la perte d'exploitation. Le choix qui a été fait a vraiment été de dire on considère l'année 2019 comme année de référence et en regardant et en exploitant un peu toutes les informations et les données qu'on avait, c'était globalement la solution qui était la plus satisfaisante pour 90% des entreprises adaptées. C'est vrai qu'on a 10% des entreprises adaptées qui peuvent se retrouver en difficulté. Et là, dans l'instruction que la DGEFP avait donnée au direct, c'était de regarder comment, pour ces structures-là, elles pouvaient être aidées, notamment sur l'axe 2, de manière beaucoup plus attentive.
Très bien, très bien, très bien. Bon, il y a beaucoup de questions. Alors, il y en a une notamment, est-ce qu'il faut faire une demande par région ou une demande nationale quand il y a sûrement plusieurs entreprises adaptées affiliées à un même groupe? Je pense que la question, c'est ça. Donc, Sébastien, la réponse est assez simple. C'est la réponse. Vous faites la demande auprès de la région avec laquelle vous avez signé le CEPOM ou le code pour ceux qui seraient encore en code pour l'entreprise adaptée. Donc, Ouais. c'est une demande par région. Très bien, exactement, par CEPOM. Autre question, est-ce qu'on doit accompagner les fichiers Excel, alors normalement ça a dû être précisé par les directs, de pièces justificatives telles que les bordereaux d'aide poste signés ou les bordereaux d'indemnisation du chômage partiel? Alors, indemnisation de chômage partiel, non. Si, je ne vais pas dire non. La DGOFP a mis une conditionnalité pour pouvoir bénéficier de calcul de la perte économique sur les mois de juillet et sur le mois d'août. Pour pouvoir toucher l'aide, il faut que l'entreprise adaptée ait fait une déclaration d'activité partielle. Sans déclaration d'activité partielle sur ces 2 mois-là, les montants, elle ne pourra pas déclarer et percevoir de montants de compensation de perte économique. Donc, il sera à mon avis, nécessaire de justifier de l'imprimer de déclaration sur le site ASP activité partielle pour les mois de juillet et pour les mois d'août. Sur les autres justificatifs à fournir, seront les copies de tous les bordereaux ASP concernés. Donc, pour l'année 2019 et l'année 2020, alors j'étais à la DGOFP, j'ai demandé à ce que les éléments puissent être envoyés de manière dématérialisée, donc en fichier PDF auprès des services de la DGOFP pour éviter d'avoir envoyé en papier l'ensemble des bordereaux de pratiquement une année de fonctionnement d'une entreprise adaptée, surtout que les bordereaux ont déjà été envoyés au service de l'État en région. Donc, au moins, envoyer la dernière version du bordereau en fichier PDF devrait être suffisant pour le contrôle. La prime écran. Parfait, Sébastien. Et puis, il y a la signature aussi de l'expert comptable. Ah oui, là-dessus, la DGOFP avait eu des remontées des directs pour les entreprises adaptées qui n'auraient pas d'expert comptable ou d'expert comptable. Donc, si c'est le cas, en fait, c'est le dirigeant qui signe le bordereau. Et c'est le représentant légal, en fait, qui signe le bordereau pour faciliter la demande. Oui. Sur les congés payés, il y a une dernière chose, parce que je vois beaucoup de messages qui concernent la Nouvelle-Aquitaine, mais qui concernent aussi, de toute façon, la note d'instruction. N'y a-t-il pas une confusion, Sébastien, sur les congés payés qui concernent la MCV, la marge sur coût variable, et les congés qui sont issus de la déclaration des bordereaux? Je pense qu'il y a là un petit... confusion. En fait, on est parti sur une déclaration du temps de travail à 1607 heures, qui est la durée légale du temps de travail, et qui est avantageuse pour les entreprises adaptées. Si on était parti sur la durée en incluant les congés payés, donc les 1820 heures, la marge sur coût variable étant divisée par le nombre d'heures, la marge sur coût horaire étant divisée par le nombre d'heures travaillées, cela aurait été défavorable pour les entreprises adaptées. Donc, on est sur une modalité de calcul qui est la plus favorable en étant parti sur la durée de 1607 heures.
Oui, donc on est sans les congés payés. Excusez-moi, j'insiste, mais tout à l'heure, Sébastien, vous disiez que les congés payés faisaient partie du montant des bordereaux, hein, donc Oui. ils étaient compris dans le montant des bordereaux. Et là, vous nous parlez de 1607 heures. Donc 1607 heures, c'est sans les congés payés. Oui, mais le 1607 heures ne sert juste qu'à calculer le ratio de marge sur coût variable. Vous, dans le bordereau, vous reprenez l'intégralité du montant de votre bordereau. Vous n'allez pas distinguer si la personne est en congé payé ou pas en congé payé. C'est juste sur la modalité de calcul de la marge sur coût variable. Oui. Donc, nous allons continuer. Il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à tout parce que ce n'est pas un webinaire spécialement sur ça, mais j'ai préféré quand même rappeler certains éléments. Après, on pourra continuer en aparté sur les différents sujets. Merci beaucoup Sébastien. Peut-être dire deux mots quand même sur parce que celle-là, on ne l'a pas vu encore arriver, toute la partie de compensation des surcoûts liés aux investissements 2018. Sébastien, un petit mot peut-être? Oui, alors les directs ne vous ont pas encore descendu le fichier. Elles vont vous le descendre et elle sera mobilisable immédiatement également. C'est l'aide qui est appelée aide pour la poursuite de l'effort d'investissement postérieur au 31 décembre 2018, avant la réforme. Donc, c'est l'aide qui se calcule sur les modalités très similaires à la partie investissement de la subvention spécifique. Donc, là-dessus, dans le mail et dans la communication que l'UNEA vous a faite, on vous a descendu le fichier qui sera utilisé. Donc, globalement, vous devez reprendre là les éléments de votre liasse fiscale, donc les éléments habituels que l'on connaît, donc de la liasse fiscale qui sont les cases QA, QI, QM correspondantes aux dotations sur l'amortissement de l'exercice en cours. Donc, vous prenez votre dernier exercice 2019 et vous allez cependant devoir retraiter ces éléments en retirant la dotation aux amortissements qui correspond à vos achats de nouveaux matériels effectués sur l'exercice 2019. Parce que le dispositif qui avait été mis en place dans le cadre du fonds de transformation de l'année dernière, donc la poursuite des efforts d'investissement antérieurs à la réforme, ne prennent en compte que les achats de machines et de matériel correspondant à l'exercice 2018 et les exercices antérieurs. Merci beaucoup Sébastien. Donc nous allons accélérer maintenant sur la partie axe 2. Donc, Juste une toute petite précision avant de te laisser la main, Cyril. Concernant les entreprises adaptées de travail temporaire, donc les entreprises adaptées de travail temporaire, c'est une aide qui est spécifique, qui est forfaitaire et qui est unique. C'est-à-dire l'entreprise adaptée de travail temporaire qui a été créée, qui était en fonctionnement, a une aide unique de 22 500 € qui lui est attribuée. Dans les éléments qui ont été descendus par les directs, vous avez une annexe qui est spécifique à l'entreprise adaptée de travail temporaire et c'est un dossier relativement simple où il faut juste confirmer que l'entreprise adaptée est toujours en activité. C'est vrai, c'est important à signaler parce qu'on tient beaucoup à nos entreprises adaptées de travail temporaire. Concernant maintenant vite fait l'axe 2, alors je dis vite fait parce que je reviendrai sur les mesures et je voudrais laisser la parole à Céline Fiorina concernant des exemples très concrets. Donc l'axe 2, pourquoi nous en parlons dès à présent? C'est parce que vous allez voir que la vie des entreprises adaptées va s'accélérer et qu'il va falloir remettre des projets d'investissement pour des financements éligibles au plan de soutien, parfois dans certains directs avant le 31 octobre. Et donc, ça laisse peu de temps pour identifier les opportunités et faire les investissements les plus judicieux. Donc, dans les axes 2 du plan de soutien, vous y trouverez, comme les années précédentes d'ailleurs, des aides aux projets d'investissement, des aides, bon, comme l'a dit un petit peu Sébastien, destinées à poursuivre l'effort d'investissement. Ça vient d'être précisé juste avant le sujet des EATT, des entreprises adaptées de travail temporaire. Les aides destinées à engager l'accompagnement de la modernisation des entreprises adaptées et les aides au conseil et les aides au développement commercial.
Dans ce sujet-là, je souhaitais évoquer devant vous, avant l'étape nantaise de l'Inclusive Tour, la partie consortium. Cette partie consortium est très intéressante car elle ouvre la possibilité aux entreprises adaptées de pouvoir se coaliser, alors sous différentes formes juridiques que ce soit, pour travailler ensemble. Donc, c'est plusieurs entreprises adaptées, avec des entreprises classiques également, ou des entreprises sociales inclusives comme des entreprises du SIAE, mais aussi, et bien entendu, les ESAT, comme nous le faisons depuis bien longtemps, notamment pour encadrer à la fois des démarches économiques, mais aussi sociales à travers la dynamique des parcours entre les ESAT et les entreprises adaptées, qui sont ici très intéressants dans le cadre des innovations que les entreprises adaptées pourraient mener. Donc, Céline, je souhaiterais que tu prennes quelques exemples, s'il te plaît, de ce qu'on a pu faire pendant la période de confinement avec l'UNEA en animation de consortium, quelques illustrations, et dont je vais derrière documenter sur les mécanismes de soutien que peut permettre l'axe 2 du FATEA que l'on présente aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. En fait, l'aventure a commencé quelques jours après le début du confinement. Pour nous à l'UNEA, puisqu'on s'était positionné avec les différents réseaux, que ce soit ceux de l'IAE ou les représentants des ESAT. On s'était rassemblés, et on avait nommé ça déjà à l'époque un consortium. On s'était rassemblés pour essayer de drainer le plus d'activités vers les structures qui allaient être et qui étaient déjà impactées par le confinement, par la fermeture des sites, par la mise en chômage partiel, par l'arrêt des activités. À ce moment-là, vous vous en souvenez toutes et tous, en fait, on a vu la pénurie de masques apparaître en France, et du coup, il y a le projet Résilience qui s'est mis en place, et on a été partenaire de la première heure, en fait, pour faire en sorte que le plus grand nombre de structures qui souhaitaient se positionner puissent rejoindre cette coordination. Donc en France, je ne sais plus vous dire combien d'ateliers se sont montés ou ont réouvert. On a des articles très intéressants d'ailleurs sur la relance de l'activité textile dans certaines régions grâce à ces activités-là. Et on a, nous, commencé cette aventure de consortium donc fin mars. Assez rapidement, fin mai, on a été sollicité aussi par le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap parce qu'on avait travaillé sur le sujet de la filière des centres d'appel et centres de contact pour pouvoir proposer éventuellement aussi de répondre à des marchés en groupement momentané d'entreprises. Et on a pu répondre à ce marché du secrétariat d'État avec 13 entreprises adaptées qui ont mobilisé en tout une trentaine de TP pour porter la réponse de la plateforme 360 aux personnes en situation de handicap en France qui sollicitaient via ce guichet unique un accès à de l'information. Ce qui est ultra positif pour nous et les structures qui sont engagées, c'est que c'était un marché qui démarrait en juin jusqu'à fin août et qui vient d'être prolongé pour 3 mois à nouveau, avec une belle reconnaissance de l'expertise et du savoir-faire des entreprises adaptées qui ont été mobilisées. Donc là, nous, on a copiloté, animé ce groupement momentané. On a entendu visiblement parler de cette initiative en France. Donc, il y a un consortium qui gère en fait tous les consommables d'impression des fabricants de cartouches qui est venu vers nous proposer aussi de proposer une réponse en groupement momentané pour la collecte des cartouches d'impression et des 3E France entière. Et donc là, on est en train, c'est encore en cours de rédaction, mais on est en train de répondre en GME avec 17 entreprises adaptées et Paprec et notamment le réseau Élise à un marché en GME qui représente plus d'1,3 million de chiffre d'affaires annuel quand même pour plusieurs années. Et on continue parce que y a une sorte de passion GME qui est en train de naître à l'UNEA. Et donc, on continue à avancer sur des sujets, des marchés à venir de production de masques, que ce soit des masques tissus, des masques inclusifs. Et là, j'ai, depuis la semaine dernière, relancé pas mal la communication auprès des EA pour qu'elles puissent lever la main et nous dire si elles étaient intéressées pour rejoindre ces activités. Donc, Cyril, je ne sais pas si ça représente une illustration suffisante. Et il n'y a pas eu beaucoup de ponctuation dans ma phrase, excusez-moi.
Merci Céline. Céline, la directrice des opérations de l'Union nationale des entreprises adaptées, qui a été mandatée par le bureau et moi-même pour justement lancer et animer des consortiums. Alors, les consortiums, ce sont des agrégats, comme je l'ai dit, d'entreprises adaptées, évidemment, avec des entreprises classiques et ou des entreprises sociales inclusives et ou des ESAT, etc. Le but, c'est de se rassembler pour faire effet de volume et répondre à des grands marchés. Donc, nous sommes de plus en plus sollicités, notamment à travers les signataires des chartes lors de chaque étape des Inclusive Tours. Alors, je peux nommer par exemple à Pau, Safran, Hélicoptère Engine, le groupe Total, Terega, mais aussi à Strasbourg, hein, il y avait Terega, pardon, Safran également, il y avait également à Lyon, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui nous sollicitent pour travailler avec nous sur des grands marchés. Et pourquoi pas envisager aussi de ce qu'on appelle le social onshoring, c'est-à-dire de relocaliser ou d'éviter une délocalisation à travers les potentialités des agrégats des entreprises adaptées. Et donc, c'est dans ces schémas-là que l'on vous propose d'innover, d'avoir des pratiques inédites pour justement permettre à chacun d'entre nous d'entreprendre et de faire des investissements. Donc, vous pouvez très bien penser aujourd'hui dans ces systèmes-là qui vous sont potentiellement offertes dans l'axe 2 de l'instruction du FATEA, dont je vais mettre d'ailleurs dans le chat le lien pour retélécharger la note d'instruction pour ceux qui ne l'auraient pas sous les yeux, qui ne l'auraient pas eu. Et en page notamment 15 et 16, vous trouverez que lorsque les aides sollicitées dans le cadre de l'accompagnement de la mise en œuvre de consortiums d'activités professionnelles qui peuvent prendre la forme après de ce qu'a dit Céline, un GME, c'est-à-dire un groupement momentané d'entreprises, un contrat de co-traitance, en particulier autour de nouvelles filières, par exemple production de masques, gestion de centres d'appel, gel hydroalcoolique comme on a connu, création de visières comme une entreprise adaptée a été fer de lance, ou également de vitrines en plexiglas, et j'en passe tant il y en a, des blouses, etc. Ou lorsque l'entreprise adaptée s'engage dans une démarche concourant à la relocalisation d'activités professionnelles créatrices de mise en emploi, ce montant maximum peut être rehaussé. Alors, il peut être rehaussé en fonction effectivement des besoins d'animation, donc de cofinancement de l'animation, de cofinancement de la montée en professionnalisation et des investissements. C'est majeur car, comme vous le savez, l'Union nationale des entreprises adaptées ainsi que l'ensemble de ses alliés, partenaires, représentants des entreprises adaptées en France souhaitent garder le cap pour continuer à tenter, oser, entreprendre et créer un maximum de mise en emploi. Donc, Céline l'a dit, on a réussi à faire preuve d'initiative de créativité et d'entrepreneuriat pendant la période. Donc, ça a été mis en place, donc, le centre d'appel 360. Nous travaillons sur des grands appels d'offres avec l'État, notamment sur des masques, mais pas uniquement, sur des prestations intellectuelles et autres, que l'on souhaite mobiliser un maximum d'entreprises adaptées pour qu'elles-mêmes fassent partie de ces consortiums. Et ça peut être l'initiative de pouvoir aller plus loin. Je donne un exemple sur le marché des masques, qui a permis donc la relocalisation et la création d'emplois autour d'agents de fabrication de masques, de couturiers, couturières. Certaines entreprises adaptées avaient créé 2, 3, 4, 5 postes, d'autres 30, 50 ou une centaine, chacun à la mesure de ses ambitions et de son projet. Et derrière, ça a pu enchaîner sur des nouvelles formes d'emploi, car dans la pérennité, on a pu voir certains ateliers aller sur de la création de t-shirts, aller sur de la création d'autres produits textiles. Et donc, ces aides de consortium vont venir à la fois sécuriser la création et l'initiation de ce consortium, même avant d'avoir les clients. C'est-à-dire l'idée même d'avoir un consortium, de se regrouper et de pouvoir créer ensemble une dynamique d'opportunité d'aller voir ses clients existants pour aller compléter, ça va vous permettre ça. Sébastien Citerne, est-ce que tu veux peut-être, je pense que tu dis au revoir à Céline, est-ce que tu veux peut-être compléter
mon propos sur ces lignes de l'axe 2. Sur les lignes de l'axe 2, il y a les lignes globalement classiques qui concernent le soutien à l'investissement, hein, que l'on connaît. Mais il y a les lignes qui sont également qui concernent l'aide au conseil et l'aide à la commercialisation, donc tout ce qui est démarche qui sera qui facilitera la commercialisation dans les entreprises adaptées. Mais il est vrai que l'instruction fait la part belle à tout ce qui est projet collectif qui peut engager les entreprises adaptées à réfléchir sur une nouvelle activité, à se positionner sur de nouvelles filières métiers ensemble avec plusieurs acteurs. Et ça, l'instruction fait vraiment la part belle à ça et laisse la possibilité au direct de pouvoir soutenir sur ces projets-là de manière un peu plus importante des projets que l'on considère d'envergure et qui auraient un impact sur l'emploi, soit en création, soit en maintien d'activité, qui serait plus important. Donc, vous le comprenez, ces actions de coalition doivent permettre justement de créer des opportunités. Donc, ça me semble important que vous les connaissiez en amont pour bien repérer, identifier tous les gisements potentiels de développement d'activité pendant cette période pour vous permettre de mobiliser, de créer les dossiers. Parce que si on attend le dernier moment pour créer des dossiers et ne pas se voir les potentialités de gisement, on risque de passer à côté. Notamment les inclusifs tours, les étapes nantaises et les autres à venir doivent nous permettre de rencontrer des entreprises qui veulent absolument travailler à nos côtés. Notamment à Nantes, la France a une chance, a été mobilisée. On a plus de 250 visiteurs qui sont programmés pour venir à notre rencontre. Et certains ont témoignages comme le constructeur automobile Peugeot. Il y aura beaucoup d'autres qui vont venir témoigner de ce partage-là. Également, pour arriver à mettre en place cet ensemble de dispositifs, on a également la possibilité de mobiliser des spécificités au sein de la GFIP, que ce soit le PICEA, le plan d'investissement en compétences, mais aussi la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui est toujours active et donc peut-être que Sandrine pourrait nous rappeler les grandes lignes de la réforme ETH et puis enchaîner avec moi et Sébastien sur la partie du plan d'investissement en compétences des entreprises adaptées. Sandrine. Alors, oui, je vous entends. Du coup, je vais commencer par, j'imagine que le mieux, ce serait de commencer peut-être par la réforme ETH. Très bien. Voilà. Donc, petit rappel, mais j'imagine que les personnes qui sont connectées ont quand même ont été informées des éléments principaux de la réforme. Vous dire qu'il y a un guide qui a été produit par la GFIP et Liaison Sociale sur spécifiquement, globalement, toute la réforme ETH qui est disponible sur notre site à GFIP. Mais je vais me centrer aujourd'hui sur les points qui me semblent les plus importants à porter à votre connaissance. À savoir que le point majeur, c'est que finalement, la réforme de l'OETH a consisté à remettre une focale forte sur l'emploi direct. Et aujourd'hui, seul l'emploi direct, le recrutement direct est pris en considération dans le calcul du taux d'emploi de travailleurs handicapés. L'obligation d'emploi est toujours de 6%. Le deuxième point majeur qui chamboule la façon de répondre à l'obligation d'emploi, mais qui va aussi avoir un impact sur le taux d'emploi des entreprises, c'est que dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi ne s'appliquera plus établissement par établissement comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais elle se fera au niveau de l'entreprise. Et ces dispositions sont donc mises en œuvre à compter du 1er janvier 2020, et ça sera sur l'obligation l'OETH de 2021. Donc, ces entreprises devront désormais faire qu'une seule et même déclaration et un regroupement par sirène. Donc ça va avoir un impact en termes de taux d'emploi. Le troisième point important, c'est que les entreprises avec lesquelles beaucoup d'entre vous travaillez, Cyril évoquait tout à l'heure Safran et d'autres entreprises, beaucoup d'entre elles sont sous accord agréé. Ces partenaires-là, maintenant, pourront renouveler un accord agréé ou signer un premier accord agréé
limité à 3 ans dorénavant, et ces accords ne pourront être renouvelés qu'une seule fois. Donc ça aurait aussi un impact fort sur la façon dont ces entreprises vont finalement agir, se conduire et envisager des actions dans un temps relativement court, hein, qui leur est assigné. Donc voilà, donc ça c'est une information importante. Ensuite, ce qui concerne plus spécifiquement les EA, les ESAT ou les TIH, le recours à ces structures vont dorénavant venir en déduction du montant de la contribution des entreprises. Elles ne rentrent plus dans le calcul du taux d'emploi. Sur les méthodes de valorisation, hein, comment les entreprises qui font appel à vos services vont pouvoir déduire, ce qui change finalement les choses, ce sont les modalités de calcul. On parle aujourd'hui de chiffre d'affaires utile, donc c'est le montant du prix hors taxe des fournitures, travaux, prestations, moins les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de commercialisation. Tout ça, c'est pour bien isoler le chiffre d'affaires utile. Et donc, les entreprises pourront valoriser 30% du montant de ce chiffre d'affaires et le déduire du montant de leur contribution. Donc, la référence de 30%, c'est la même qu'avant. Il n'y a pas de perte particulière. Ce qui change considérablement dans la réforme OETH, c'est les plafonds finalement. Avant, on était limité, les entreprises pouvaient déduire, pouvaient faire entrer dans le calcul de leur taux d'emploi jusqu'à hauteur de 3% sur l'obligation de 6%. Aujourd'hui, le taux d'emploi, cette référence de 3%, elle est pas vue du tout de la même façon. C'est-à-dire que si le taux d'emploi est inférieur à 3%, le montant à déduire par les entreprises est plafonné à 50% de la contribution brute. Donc là, on se rapproche un petit peu peu ou prou des anciennes modalités. La nouveauté, c'est que si le taux d'emploi est supérieur à 3%, donc ça veut dire que si les entreprises ont fait des efforts en matière de recrutement direct, d'intégration, etc., le plafond, là, n'est plus de 50%, mais il passe à 75% de la contribution brute. Donc, en réalité, au moment où la réforme a été, on a communiqué sur les modalités de la nouvelle réforme, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, notamment de structures comme les vôtres et puis des ESAT également. Mais en réalité, quand on analyse vraiment les choses et voilà, on a des supports qu'on pourra mettre à votre disposition avec des exemples concrets d'entreprises concrètes qui font appel au recours à la sous-traitance, on voit bien qu'aujourd'hui, ces notions de plafond, que ce soit inférieur à 3%, supérieur à 3%, offrent aujourd'hui plus d'opportunités pour les entreprises qu'auparavant. Donc, ça veut dire que pour vous, derrière, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au fait que, est-ce que les entreprises vont continuer aujourd'hui à faire appel à nous? Voilà, je crois vous avoir dit le principal sur les points, en tout cas, qui, moi, me semblaient importants à mettre en exergue à l'occasion de ce webinaire. Oui. Pardon Sandrine, excuse-moi de te couper, juste parce que je suis un petit peu aujourd'hui plus VRP des entreprises adaptées dans la globalité des consortiums que président de l'UNEA parfois. Et j'entends beaucoup de grands comptes, quand ils regardent, ils font les simulations de l'OETH, qui me disent, mais finalement, on se retrouve à avoir une baisse de leur pourcentage du fait des modifications des calculs. Est-ce que dans vos simulations, vous confirmez que le fait d'avoir changé certaines modalités, notamment, je crois que c'est l'impossibilité d'agréger au niveau du SIREN l'ensemble des établissements pour la déclaration, que ça opère justement une hausse? Ben oui. Ben forcément, de facto, ça a un impact sur le taux d'emploi global de l'entreprise. Là où avant on calculait ce taux d'emploi par établissement, aujourd'hui on le calcule à l'échelle de l'ensemble des sites. Et là où il y a des sites qui sont un petit peu moins bons en termes de taux d'emploi, ça impacte le taux d'emploi global. Voilà. Donc, très bien. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Cyril. Oui, ouais. C'est exactement ça. Et ça me permet de dire, vous voyez les deux informations, cette information-là et l'information que progressivement les accords vont être évanescents d'entreprise, il est urgent pour elles de trouver des solutions. Alors, ces solutions ne passent pas que par les entreprises adaptées, les ESAT et les TIH, bien entendu, mais elles vont passer aussi par des nouvelles
modalités de principe, et notamment les EATT, puisque dans les entreprises adaptées de travail temporaire, la mise en œuvre d'une mission d'intérim va compter comme étant un emploi direct pour l'entreprise. C'est quand même un sujet important pour tous ceux qui vont expérimenter les entreprises adaptées de travail temporaire. Et là aussi, donc, c'est des potentialités que vous avez, qui est inhérente à vous offrir d'expérimenter les EATT, de les mettre en œuvre pour répondre justement à la reprise, à la relance qui s'annonce à nous. Voilà, je voulais préciser ça et je pense qu'il nous appartient aussi parfois, quand on va voir nos clients, de leur annoncer, de bien vérifier, de bien simuler leur situation vis-à-vis de la réforme OTH, parce que parfois elle est passée un petit peu à travers dans cette période troublée et troublante, qui va nous permettre justement d'ouvrir des conversations, d'ouvrir des besoins et d'identifier des éventuelles opportunités de booster la croissance de nos structures. Peut-être qu'on peut passer, Sandrine, vite fait pour rappeler le plan d'investissement en compétences sur les entreprises adaptées, un fonds doté de 50 millions d'euros qui est toujours aujourd'hui, pour l'instant, sous-utilisé. Alors, on a haussé, je crois, de mémoire, le plafond de prise en charge de coûts pédagogiques, mais peut-être que Sandrine, je vais te laisser la parole. D'accord. Alors du coup, ça fait le lien, tu évoquais tout à l'heure justement les inquiétudes, enfin la nécessité d'accompagner aussi les entreprises classiques à bien cerner aujourd'hui les enjeux qui s'offrent à elles en termes de recrutement direct, de recours à la sous-traitance. Ça fait le lien avec le PIC-EA. Le PIC-EA, donc, qui est le plan d'investissement compétences, qui a été décidé et souhaité par le gouvernement et qui a été ensuite délégué. Nous, l'AGFIP, nous sommes maîtres d'œuvre, on n'est pas maître d'ouvrage. Donc, ce plan d'investissement compétences a été délégué sur la partie gestion des fonds à l'AGFIP. Et donc, ce PIC soutient les deux expérimentations que sont le CDD tremplin et le ATT, dont l'objectif vise l'accès à l'emploi dans les entreprises classiques de salariés qui aujourd'hui sont dans les structures EA. Et c'est là que je parlais tout à l'heure de ces plafonds de moins de 3 et plus de 3%. En fait, aujourd'hui, l'enjeu, il est beaucoup de communiquer auprès aussi des entreprises traditionnelles sur ces évolutions, sur ce changement de modèle des EA et sur un rôle renforcé en matière d'accompagnement de transition professionnelle. On voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être accompagnées en termes d'information. Dans un mois, à peu près, quasiment jour pour jour, l'AGFIP va organiser des universités du réseau des référents handicap et nous allons mettre en place 4 ateliers en direction des référents de mission handicap d'entreprises publiques et privées pour les informer justement de ces évolutions concernant les entreprises adaptées. Alors, pour faire je tenais à le dire parce que ça me semblait important aussi qu'on vous montre aussi que l'AGFIP œuvre aussi sur la partie à la fois amont pour orienter aussi des candidats vers les EA, mais aussi la partie aval, essayer de construire des passerelles. Alors, sur le PIC-EA, donc l'AGFIP, donc tu as parlé de l'effort complémentaire, donc je ne vais pas revenir sur ça. En fait, le PIC-EA se traduit grosso modo en 3 aides. La contribution à la compensation de la rémunération qui reste à la charge de l'entreprise adaptée lorsque les travailleurs handicapés en CDD tremplin ou en EATT sont en formation sur leur temps de travail. Donc ça, c'est la première aide, compensation à la rému. Un financement à 100% de la formation, coûts pédagogiques, ça comprend les coûts pédagogiques de la formation, les frais d'inscription, de certification, de frais annexes et les frais aussi liés à l'adaptation de parcours dû au handicap. Donc là, nous venons en financement à 100% de la formation et la contribution au financement de l'ingénierie de formation et de projet. Alors, je reviens juste sur le financement à 100% de la formation. C'est vrai que nous pouvons venir en complémentarité également des aides des OPCO. Je ne sais pas si beaucoup d'EA ont le réflexe de solliciter leur OPCO pour tout ce qui est financement de formation, mais on peut venir en complément. Et la troisième aide, comme je le disais, c'est la contribution au financement de l'ingénierie de formation et de projet. C'est vrai que pour réfléchir en partant du projet soit de la personne, soit du projet de développement d'activité de l'EA, soit pour répondre à un besoin d'une entreprise partenaire, il y a nécessité de réfléchir à une ingénierie de parcours. Qu'est-ce que pourrait être le parcours pour aider la personne à passer
d'un niveau de compétence X à l'amener à un niveau de compétence Y pour répondre à un besoin d'une entreprise. Donc, on finance également, on prend en charge le financement de l'ingénierie de formation qui peut être soit une ingénierie, un appui en interne au sein de l'EA, soit un appui extérieur en s'appuyant sur des prestataires extérieurs spécialisés dans tout ce qui est ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. Oui, et justement, si d'ailleurs l'entreprise adaptée est elle-même organisme de formation, oui, Sandrine, elle pourrait bénéficier aussi oui. de ce financement directement. Oui, en fait, c'est là qu'il y a, les EA pourraient être fortement incités ou motivés effectivement à organiser, à initier elles-mêmes les formations en interne. Ce qu'on a indiqué dans le question-réponse que l'on fait au fil de l'eau à GFIP, DGEFP, etc., avec le soutien également de l'UNEA, on a indiqué qu'aujourd'hui, seules les entreprises adaptées qui ont un agrément pour être organisme de formation, aujourd'hui sont habilitées à dispenser de la formation en interne. Mais je vous dis ça, aujourd'hui, c'est une position qui a été, sur laquelle c'est une position à date sur laquelle on s'était mis d'accord à nouveau avec la DGFP. Peut-être que cette position nécessiterait d'être réinterrogée auprès de la DGFP au regard des projets de consortium que tu évoquais, Cyril. Peut-être que certaines EA auraient aujourd'hui l'appétence, la capacité d'expertise de mener en interne des formations. Mais aujourd'hui, à date, il faut avoir un agrément organisme de formation pour faire de la formation interne. Je dis bien à date. Voilà. Exactement, c'est-à-dire que quand on parle de consortium ou de relocalisation, il y a l'importance du transfert de savoir auprès de l'entreprise adaptée notamment, et donc avec des mécanismes de valorisation financier de l'ingénierie qui est à monter avec l'entreprise qui va transférer, parfois le client ou l'ancien sous-traitant ou le co-traitant aussi, qui peut être une entreprise classique qui accompagne, et donc à former les salariés pour leur permettre justement d'atteindre le niveau exigé au regard du cahier des charges. Et ce qu'on peut également entrevoir dans le cadre des consortiums, c'est de mutualiser les efforts de formation et mutualiser également l'ingénierie. Ce qui va permettre à la fois de lisser les coûts, mais d'avoir plus de potentialité à faire des montages de formation de très haut niveau, notamment dans les consortiums numériques qui sont en train d'être réfléchis, élaborés avec de grands industriels pour qu'on puisse embarquer un maximum d'entreprises adaptées autour de ces grands sujets pour essayer de monter un maximum d'entreprises adaptées dans ces nouvelles activités que l'on souhaite récupérer rapidement pour garder le cap et créer un maximum de mise à l'emploi. Il est 18h. Sandrine, oui, pardon, excuse-moi. Oui, non, parce que je voyais une remarque dans le fil de conversation. Je voulais remercier Virginie Pereira qui effectivement spécifiait qu'il y avait également une information importante sur le calcul de l'effectif comme changement majeur. Une entreprise X qui emploie effectivement, je reprends son intitulé, qui emploie 100 CDD, CDI plus 100 intérimaires qui était assujetté à 6%, alors qu'avec la réforme, l'entreprise peut soustraire les intérimaires, donc 6%. Alors, elle pouvait, c'est une information effectivement importante, majeure, et ça fait le lien justement avec les EATT et le potentiel, les opportunités offertes par les entreprises de travail temporaire aujourd'hui, labellisées. Voilà. Ouais. Donc, merci Virginie pour cette précision. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup Sandrine. Sébastien Citerne, monsieur le délégué général de l'Union nationale des entreprises adaptées, veut-il conclure ce webinaire qui est un succès? Je vous remercie beaucoup Sandrine, Sébastien, Céline, mais aussi la logistique à travers Antoine et Mathilde Dumouves de nous avoir permis de commencer à élaborer les premiers cheminements vers l'utilisation de l'axe 2 du FATEA, complété avec la possibilité d'identifier des opportunités et surtout
se mettre en alliance et en partenariat de tout ce que peut offrir la GFIP aujourd'hui aux entreprises adaptées, puisqu'on travaille ensemble. Hein. Et également, on a toutes les aides de droit commun de la GCFIP qui peuvent également venir concourir à nous aider. Les entreprises adaptées, c'est important. Ça change beaucoup de choses et je pense qu'il faut se saisir de l'ensemble de ces outils pour proposer à nos clients des solutions qui répondent à leurs besoins. Sébastien ? Le micro. En conclusion, simplement vraiment inviter tout le monde à répondre et à déposer des dossiers. Hein. Ça n'a pas été facile, ça a pris du temps pour pouvoir acter la mise en œuvre de ce plan de soutien. Maintenant, malheureusement, tout va se faire dans un timing très court, puisque les dossiers sur l'axe 1 sont à déposer avant la fin du mois, et si possible, si vous avez la possibilité de le faire autour du 15 septembre, ça va faciliter le traitement et le paiement derrière. Sur l'axe 2, c'est pareil, les demandes de dossiers sont à déposer pour le 30 octobre. Donc, faites-le. En tout cas, sur l'axe 1, ça serait vraiment important et je pense que ce soit nous, que ce soit les représentants de l'État, ils ne comprendraient pas que les entreprises adaptées n'aillent pas mobiliser les fonds qui ont été actés. Aujourd'hui, pour en avoir échangé encore avec certains sur les territoires, tout le monde n'avait pas compris que c'était accessible et ouvert à toutes les entreprises adaptées. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir aller mobiliser ces fonds qui sont accessibles pour tous. Donc, derrière, c'est vraiment un bel élan. Rapprochez-vous. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos chargés de mission sur les territoires qui pourront être en lien avec vous, qui pourront également vous aider ou vous aiguiller sur des réponses qui resteraient encore aujourd'hui incertaines ou imprécises. Mais en tout cas, voilà, mobilisez, faites vos dossiers, mobilisez les éléments. L'axe 1, on a voulu faire quelque chose de plus simple possible qui ne vous prenne pas forcément beaucoup de temps sur cette période-là, pour vous laisser le temps de préparer les dossiers d'investissement et de reprise d'activité sur l'axe 2 pour le mois d'octobre. Merci beaucoup. C'était un excellent mot de fin. Merci Sébastien. Donc, il faut oser, on y va tous à fond. On a la GFIP avec nous, il ne peut rien nous arriver. Donc, voilà. Allez, ça sera le mot de la fin. Et peut-être pour ceux qui seront présents, je vous donne rendez-vous à Nantes. Là aussi, je peux vous assurer qu'on va tout bouger. Merci beaucoup. Bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.